Eh ben, les amis, bonsoir. Heureux de vous retrouver une fois de plus pour ces webinaires qui deviennent un rendez-vous incontournable, pratiquement une fois par mois, sinon un peu plus. Aujourd'hui, c'est notre grand Jean-Marc Levaillant qui va continuer le topo qui nous a déjà démarré sur l'endométriose, sur le compte rendu. Sans trop tarder, je lui passe la parole et puis on essaiera de trouver des réponses à toutes les questions qui peuvent venir par la suite. Ben, à toi, Jean-Marc, et merci d'être présent, merci pour ta disponibilité, pour ce partage qui nous fait toujours plaisir et honneur. Et au nom de tous, on ne cesse de vous remercier, toi et Jean-Philippe, pour tout l'effort que vous faites pour la formation continue. Bah, écoute, merci, hein, Mustapha, de m'avoir accueilli sur vos webinaires. C'est moi qui dois te remercier. C'est, c'est quand même un honneur aussi et un plaisir de travailler pour vous, qui m'avez toujours parfaitement accueilli au Maroc, et c'est un grand pays pour moi, de vacances et de travail. Ah oui. Donc aujourd'hui, je voulais conclure sur l'endométriose. On y reviendra certainement en présentiel à Casa un jour avec des patientes. Mais pour l'instant, je voulais conclure ces topos par le compte-rendu. Et à propos du compte-rendu, justement, essayer de vous montrer comment on peut faire un compte-rendu très précis, territoire par territoire. Et puis, on va voir beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. J'espère que cette fois-ci, elles passeront mieux que la dernière fois. Il n'y a pas d'orage sur Paris et j'ai un 5G qui fonctionne maintenant. Voilà. Donc, on y va. Alors, ce que je voulais déjà vous montrer, et vous connaissez cette publication, je pense, en particulier mes collègues radiologues connaissent bien cette publication d'Isabelle Thomasin. Je pense que nous, échographistes, eh bien, il n'y a pas besoin de réinventer les choses, il n'y a pas besoin de faire semblant de trouver une classification. Celle des radiologues est parfaite. Et c'est vraiment notre boulot de la reprendre. Donc, le pelvis est divisé, vous voyez, en 9 cases, en 9 cubes, et on va voir ceux que l'échographie est capable d'analyser. Donc, évidemment pas les médiaux latéraux, c'est-à-dire tout ce qui est très loin, le suivi de l'urtère, les vaisseaux hypogastriques sont parfois difficiles à voir. Évidemment pas les postérolatéraux avec les sciatiques. Pas non plus la partie distale des utérosacrés, mais tout le reste, nous pouvons le voir en échographie, que nous soyons gynécologues ou radiologues, avant évidemment de compléter le bilan par une IRM si besoin, et si on est confronté par exemple à une symptomatologie clinique prenons une femme jeune qui a des problèmes de sciatique, c'est pas du tout normal, dans un tableau de dysménorrhée, eh bien, il faut aller voir en IRM beaucoup plus loin qu'en échographie, c'est-à-dire aller voir l'insertion des sciatiques. Donc, on va commencer par le territoire antéro-central, et celui-là, on va l'analyser et en faire donc un premier chapitre, un premier paragraphe de l'examen. Donc, l'atteinte antéro-centrale, vous connaissez, c'est ces nodules antérieurs avec un effet de masse. Et je vous répète encore, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut absolument examiner ces patientes, la vessie pleine ou à moitié pleine en tout début d'examen, puis ensuite, évidemment, leur faire vider la vessie pour aller plus loin dans l'examen, mais on démarre l'examen chez une femme qui a des douleurs de dysménorrhée, qui a des dyspareunies, etc., des douleurs des rapports, on démarre toujours par l'examen du cul-de-sac antérieur, et comme ça, nous pourrons voir ces images d'infiltration du cul-de-sac antérieur, d'infiltration de la paroi vésicale par ces nodules irréguliers, très peu vascularisés. C'est ça qui est important. Vous voyez ce nodule ici qui est peu vascularisé, avec quelques vaisseaux ici. C'est tout à fait particulier dans les nodules d'endométriose antérieure et vésicaux. Vous voyez, la paroi vésicale ici est festonnée, bourgeonnante, mais elle est respectée. Et ici, vous avez la paroi vésicale. C'est un nodule qui
n'est pas transfixiant complètement, hein, s'il n'est pas per creta, il est dans la paroi, inclus dans la paroi, et il empêche cette vessie il empêche les mouvements de la vessie. Bien sûr, quand on va avec la sonde vaginale essayer de visualiser la souplesse et l'élasticité du vagin et du cul-de-sac antérieur. Le cul-de-sac antérieur, ici, il doit s'effacer complètement lorsque vous mettez la sonde tout doucement et que vous allez la poser sur l'isthme. Alors, il y a des mouvements toujours très doux. Faites attention quand vous faites ce mouvement-là parce que le mouvement brutal peut faire mal. Donc, on y va tout doux et ça nous permet de voir que ce nodule est dans la paroi de la vessie, ne pénètre pas la vessie. Elle est vraisemblablement, vous voyez, dans le cul-de-sac antérieur, avec une infiltration, et il y a une absence de mobilité. Il y a maintenant une dépendance entre la paroi vésicale et la séreuse utérine. Alors, on peut ensuite faire une échographie en 3 dimensions, un multiplan pour bien visualiser ce nodule, bien vérifier donc la paroi de la vessie que l'on voit particulièrement bien ici sur cette image et qui nous permet d'être rassurés sur l'absence de pénétration dans la vessie. C'est une femme qui n'a pas de saignement lorsqu'elle urine, mais qui a des douleurs épouvantables pendant les règles et ensuite pendant les rapports. Donc, c'est quelque chose d'important à aller chercher, mesurer, regarder l'infiltration et le degré d'infiltration surtout de cette structure qui fait 12 mm sur 6 mm. Alors, ces nodules sous séreux peuvent être, comme je vous l'avais dit également, mais c'est pas mauvais de reprendre ce genre de choses, peuvent être un peu kystiques, avec un Doppler le plus souvent négatif, et quand on fait une cystoscopie, vous voyez qu'on visualise bien ces nodules bleutés à l'intérieur de la vessie, mais il n'y a pas de pénétration intravésicale. Évidemment, ne jamais oublier de regarder s'il n'y a pas une endométriose postérieure, on va revenir dessus. Hein, ces nodules qui sont antérieurs peuvent être le gardien du phare d'une endométriose plus globale. Dans ce territoire antérocentral, ne pas oublier l'infiltration du vagin. Le vagin appartient à ce territoire antérocentral. L'atteinte peut être antérieure ou postérieure. Le vagin est un organe mixte du territoire antérocentral et postérocentral dans la classification des radiologues, et il est mieux visible en vaginosonographie. Donc, en fait, quand vous terminez une sonographie ou quand vous êtes dans un examen d'endométriose, par exemple du cul-de-sac antérieur, mais aussi du cul-de-sac postérieur, que vous voyez descendre assez bas sur le moyen rectum ou même sur la cloison recto-sigmoïdienne, la charnière recto-sigmoïdienne, eh bien, faites une vaginosonographie, c'est-à-dire injecter de l'eau du sérum physiologique tiède, tout bêtement, de façon à décoller les cul-de-sac. Donc, vous allez parfaitement décoller, par exemple, ici, vous voyez, le cul-de-sac postérieur, et parce que cette zone-là peut être atteinte également. Donc, les cul-de-sac vaginaux sont bien visibles avec l'échographie vaginale, et cette image est souvent cachée lorsque vous faites une échographie simple par voie vaginale. Cette partie-là est accolée à la paroi vaginale. Ici, vous voyez bien la paroi vaginale, on peut bien la différencier. Puis après, évidemment, elle s'associe ici aux ligaments, plus loin, aux ligaments qui sont intrapelviens, mais ici, on est intravaginal et on décolle bien avec le sérum phi cette partie-là et on peut être très précis. Donc, voilà comment on pratique cette vaginosonographie. C'est tout bête, vous mettez de l'eau, elle est coincée par la sonde vaginale. Là, on voit bien le gel, puis ensuite la protection. On a décollé complètement ici
le cul-de-sac antérieur, on a bien décollé avec l'eau le cul-de-sac postérieur, donc on peut faire une bonne analyse de l'ensemble du col et de l'infiltration éventuelle d'une endométriose. Vous voyez comment on peut bien individualiser ici la paroi vaginale. Ici, c'est l'urètre, hein, on est presque au sortir de la vulve, ici c'est l'urètre, que l'on comprime avec la sonde, la paroi, on revient ici sur la paroi antérieure, et puis vous avez donc les rapports anatomiques parfaits entre le cul-de-sac antérieur et le cul-de-sac postérieur, et avec les images, avec les enregistrements XTD View de General Electric, on peut donc pratiquer, vous voyez, une reconstruction comme ça du trajet de la sonde et donc pouvoir mesurer la hauteur d'un nodule, par exemple. Vous utilisez donc l'XTD View et vous avez donc les centimètres qui sont inscrits dans votre XTD View. Voilà, par exemple, un nodule du cul-de-sac vaginal postérieure, hein, que l'on individualise bien. C'était une patiente qui avait des douleurs importantes. On lui a fait une vaginosonographie parce qu'on voulait voir s'il n'y avait pas une infiltration aussi du cul-de-sac postérieur en dehors de ces images de nodules endométriosiques antérieurs. Eh bien, il y avait, vous voyez ici, une petite structure nodulaire qui n'était pas visible en dehors de la vaginosonographie parce qu'elle était évidemment collée entre le cul-de-sac postérieur et la lèvre postérieure du col. Vous voyez comme on peut parfaitement décoller cette structure. Et puis, bien sûr, ces images peuvent être vascularisées non pas dans le tissu, mais en périphérie. Donc ça, c'est des images que je voulais vous remontrer parce qu'elles ont de l'importance. Et comment on va conclure? Comment on va conclure donc cet examen du cul-de-sac antérieur? L'atteinte antérieure, ben, on va cocher. Alors voilà l'examen de l'endométriose en échographie qui est maintenant validé par le Collège national que nous avons travaillé donc dans la commission nationale du collège. Eh bien, vous avez des items très simples, c'est adhérence de l'espace vésico-utérin, comme vous l'avez vu. Donc, on va travailler la mobilité, l'élasticité, la souplesse. Ça, c'est du 2D. Le nodule hypoéchogène d'endométriose, oui ou non. Les rapports avec la vessie, comment sont les méas urétéraux, pas urétro. Et puis, le rapport avec le vagin, l'atteinte du cul-de-sac antérieur. Et je vous ai montré également le cul-de-sac postérieur. Donc, il suffit de cocher et ça va donner... On travaille, vous savez, nous, imageurs, pour le chirurgien et pour le médecin qui va prendre en charge ces patientes. Donc, ça va donner des renseignements très importants pour le chirurgien. Maintenant, on va reprendre les territoires. On va arriver sur le médio-central, donc qui va faire partie de notre compte-rendu également. Le médio-central, c'est bien sûr l'utérus et ses rapports avec le torus et les ligaments utérosacrés proximaux. On va rester 3-4 minutes sur l'atteinte des ligaments utérosacrés et du torus. Donc, dès que vous avez mis la sonde vaginale en place, eh bien, allez voir la souplesse dans le cul-de-sac postérieur et retournez votre sonde. Et j'espère que quand je viendrai à Casa, je pourrai vous montrer sur des patientes la manipulation de la sonde avec la main abdominale et la sonde dans le vagin, comment très doucement on va pouvoir obtenir tous les renseignements dont on a besoin sur la fixation des anses, sur l'atteinte du torus, etc. Et ces images, donc, que vous connaissez tous, ce sont des images du péritoine, donc qui est accroché sur le torus. Et là, vous pouvez repérer les ligaments utérosacrés. Les ligaments utérosacrés sont visibles dans un examen normal. Il faut absolument, et Mustapha m'a demandé de faire l'écho-anatomie de l'échographie gynécologique. On fera un long topo, enfin une longue partie de topo sur les ligaments utérosacrés et le torus parce que je voudrais que tous mes collègues apprennent à bien les rechercher, à les regarder, à voir leur élasticité, leur distensibilité avec la sonde vaginale, leur souplesse. Eh bien, vous voyez, quand ils sont atteints, ils sont jamais normaux, ils sont toujours épaissis, mais ils ne sont pas épaissis de façon isolée. Ça, c'est aussi un message que je voudrais faire passer. C'est des ligaments qui sont épaissis parce qu'ils sont accrochés. Donc, ils sont beaucoup plus courts,
ils sont rétractés, ils sont épaissis, ils sont hyper écogènes et ils sont maintenus évidemment à l'ovaire, au péritoine, au digestif. Donc on ne peut pas, et ça c'est un aparté pour nos confrères radiologues et consoeurs radiologues, sur une IRM où tout est négatif, en dehors de ligaments utérosacrés qui paraissent trop bien visibles, comme disent certains collègues, ou discrètement épaissis, comme disent d'autres, on ne peut pas conclure en disant il s'agit d'une endométriose vraisemblablement liée à ces ligaments utérosacrés épaissis. Non, on ne peut pas le dire. On a récemment, je ne sais pas si vous avez vu le dernier webinaire qu'on a fait sur l'endométriose avec Cyril Touboul, mon collègue chirurgien, qui est professeur à Tenon. On a montré, et ça il faut vraiment que les radiologues le sachent, qu'il y a des pathologies des ligaments utérosacrés qui sont des pathologies fibreuses et vasculaires, qui sont horriblement douloureuses chez les patients, mais qui ne sont pas de l'endométriose. Donc ce sont des pathologies fibreuses et vasculaires qui épaississent les ligaments utérosacrés et que en fin de course, quand la patiente est revenue 3-4 fois nous voir et qu'il n'y a aucun signe d'endométriose, qu'il n'y a aucun autre signe pathologique au niveau du pelvis, eh bien, vous avez vu dans le webinaire numéro 3 de Générectric, qui est toujours disponible, que on a, et je vous le montrerai si je viens à Casa, je vous montrerai ce cas qui est très intéressant au niveau de la chirurgie. On a montré, et la NAPAT l'a démontré, qu'il n'y avait pas d'endométriose, mais des ligaments qu'on a enlevés chez cette patiente, on l'a opérée, afin de la soulager de ces douleurs qu'elle avait au niveau des rapports sexuels et pendant les règles, qui n'avaient rien à voir avec l'endométriose. Donc la pathologie des ligaments utérosacrés existe. Cette pathologie n'est pas que endométriosique, et maintenant il faut un travail conjoint avec les chirurgiens. J'espère que les équipes marocaines, entre les radiologues, les gynécologues et les chirurgiens, vont s'y mettre pour essayer de publier donc les pathologies des utérosacrés non endométriosiques, pour arrêter de confiner l'examen à des ligaments utérosacrés épaissis qui correspondent à une endométriose. Ce n'est pas vrai. Donc, comment on va chercher les ligaments utérosacrés? Eh bien, c'est très simple. Le repère du ligament utérosacré, c'est l'artère utérine qui ne passe pas dans l'utérosacré, mais qui passe dans le ligament large. Et à partir de là, vous êtes juste au-dessus, eh bien, vous avez des ligaments utérosacrés qui sont hyper écogènes. Et avec le torus ici, vous voyez, là, on est chez une patiente jeune avec des ligaments utérosacrés qui sont bien individualisés et des structures ovariennes à côté qui sont mobiles. Donc, c'est très simple à voir à partir du moment où vous avez le repère de cette artère utérine. Lorsque les ligaments utérosacrés sont atteints, ils ne sont pas atteints, comme je vous le disais, gratuitement. Ils sont atteints parce que un processus de collage va se faire. Ce processus de collage, regardez ici, on voit bien l'artère utérine. Hein. Ce processus de collage, ça peut être un ovaire qui va s'accoler au ligament utérosacré. Et voilà l'ovaire ici. Et vous allez pas pouvoir décrire le ligament. Vous allez dire qu'il est épaissi ici. Il est hyper écogène, il est très épaissi. Il est peu distensible parce qu'il est accroché à cette masse et il est rétracté, de même que le reste est également rétracté. Vous allez retrouver soit des anses intestinales, du sigmoïde par exemple à gauche, soit un ovaire qui va être accolé à cette structure. Donc on peut détailler dans le compte-rendu, on peut expliquer qu'on a visualisé un ligament utérosacré épaissi, rétracté dans sa partie proximale et adhérent à l'utérus, mais également à l'ovaire. Les signes indirects d'endométriose péritonale, c'est bien entendu les anomalies de position des organes génitaux, et ça, il faudra le marquer dans le compte-rendu, que tout ce processus adhérentiel, entre ici deux volumineuses endométriomes, ce processus adhérentiel, il faut évidemment pouvoir donner aux chirurgiens d'une part, mais également aux
au gynécologue la position des ovaires. C'est parfois des patientes, et heureusement d'ailleurs, on ne les opère pas toutes, lorsqu'on est par exemple en situation de pré-PMA. Moi, je travaille dans un service de fécondation in vitro, et elles ne sont pas évidemment toutes opérées. Là, chez cette patiente, vous voyez, on voit bien les utérosacrés qui sont très épaissis des deux côtés, qui sont associés à cet endométriome. Ce qui est important pour le chirurgien, c'est simplement de savoir si les ovaires sont accessibles ou non à la ponction. Ceux-là paraissent un peu hauts pour être facilement accessibles à partir, vous voyez d'ici, du museau de la sonde vaginale. C'est pas évident parce que comme on ne peut pas les rabaisser, on ne peut pas les faire revenir vers nous, ils sont très postérieurs et c'est pas évident du tout de pouvoir passer l'aiguille. Donc, c'est souvent des patientes chez qui on fait une célioscopie pour essayer de baisser les ovaires. Mais c'est pas si simple que ça, car une image comme ça, les radiologues et les gynécologues les voient, mais les chirurgiens, eux, c'est pas ça qu'ils voient du tout quand ils passent en céliochirurgie. Pas du tout. Ils voient rien. Ils ne voient rien au départ. Donc, ils savent qu'en dessous, ils vont trouver les ovaires, mais au-dessus, c'est un pougnac, pas possible. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où, par voie vaginale, on va pouvoir décrire des choses, et notre responsabilité, c'est, dans le compte-rendu, décrire le plus précisément la position des organes, car ça va permettre à l'équipe gynéco-chirurgicale de savoir si on se lance dans une chirurgie qui peut être très longue, qui peut parfois être très invalidante. Est-ce que c'est nécessaire de le faire maintenant? Est-ce que les ovaires vont être accessibles à une ponction? Est-ce que la réserve folliculaire est suffisante? C'est des questions auxquelles il va falloir répondre dans le compte-rendu. Et ne jamais oublier que ce que nous voyons par voie vaginale, le chirurgien ne le voit pas. Lui, il a une vue précise des organes par le haut, mais il a une vue précise anatomique, mais il a une vue précise de ce qui peut se voir. Nous, on voit moins bien, puisque ce ne sont que des images, mais on a une vue par le bas. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, à chaque fois que vous avez ce genre de pathologie sévère, il faut imaginer ce que peut être le ventre d'une femme lorsqu'on va rentrer le célioscope. Il ne verra absolument pas ça. Pour accéder à cette structure, il faudra 1 heure de dissection à peu près. Donc, c'est très important de noter, par exemple, ici, qu'on est sur vous voyez, le col est là, on n'est pas loin du col, on est sur le ligament utérosacré, on est à peu près ici sur le haut rectum et la charnière recto-sigmoïdienne. Après, il va falloir chercher si les ans sigmoïdiennes sont envahies, mais en tout cas, on peut déjà donner une distance par rapport au fond vaginal. Et quand on est ici à 5 cm ou 6 cm, vous savez que le fond du cul-de-sac postérieur correspond au moyen rectum déjà, et que le haut du tiers antérieur de l'utérus correspond à la fin du haut rectum, et qu'ensuite on est sur la charnière recto-sigmoïdienne. Donc, les repères anatomiques pour nous sont très importants pour donner la hauteur de l'endométriose, de la lésion, qui va être dont le chirurgien va tenir compte pour sa chirurgie. Donc, vous voyez ici, par exemple, on est sur le torus, on est en haut, on est déjà dans le pelvis, mais vous voyez comme l'infiltration se fait très haute. Donc, il va falloir décrire dans le compte-rendu, la lésion ici du torus, du ligament utérosacré gauche, et 2, l'infiltration de l'endométriose et les dégâts qu'elle fait dans l'ensemble du cul-de-sac gauche. Ici, sur les anses sigmoïdes, on est au-dessus de la charnière recto-sigmoïdienne, largement. Et puis, on va repasser en coupe axiale pour essayer de comprendre, voilà, comment, vous voyez, comment se structure l'endométriose. Et là, c'est un pougnac épouvantable, hein. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien décrire. Il faut décrire que toute la première anse ici est atteinte, infiltrée, sur plusieurs centimètres de long, et
et qu'elle est accrochée à l'ovaire contralatéral qui, lui, vous voyez, paraissait être dans sa loge anatomique, à peu près, puisque le vaisseau iliaque était juste à côté. Mais vous voyez que ici, on est sur le torus, là, on est sur le moyen rectum, puis le haut rectum, et que on a en plus donc une adhérence avec le péritoine contralatéral, donc le péritoine de l'ovaire droit et du ligament large droit. Donc, comment on va faire le compte-rendu? Eh bien, il faut donc parler de ces ligaments utérosacrés en donnant l'atteinte, oui ou non, la taille de cette atteinte, donc la longueur, hein, s'il y a une infiltration digestive ou non. Et là, il faudra donc parler de l'atteinte musculeuse, de l'atteinte sous-muqueuse et muqueuse, et puis du niveau de l'atteinte, c'est-à-dire de la distance par rapport à la marge anale. Et là, on va se baser sur notre anatomie échographique qui nous est propre, c'est-à-dire le fond du cul-de-sac postérieur étant le moyen rectum et le haut du tiers le premier tiers de l'utérus étant la frontière entre le moyen et le haut rectum. On va continuer donc avec justement le compartiment postéro-central de nos amis radiologues et donc travailler sur le rectum et la jonction recto-sigmoïdienne. Alors l'atteinte digestive, eh bien, il faut la décrire, il faut faire une biométrie de cette atteinte. Alors, on a vu la hauteur par rapport à la marge anale. Ça, c'est facile, c'est acquis. Maintenant, il faut donner la longueur de l'atteinte. Donc, vous voyez ici, par exemple, on est sur une anse recto-sigmoïdienne située entre le haut et la charnière recto-sigmoïdienne. Je pense qu'on est sur la première anse sigmoïdienne, il faudra le dire, et il faudra donner la longueur de cette atteinte. L'épaisseur également de l'atteinte. Vous voyez que de l'autre côté ici, on a la musculeuse qui est normale par rapport au trait bleu qui symbolise donc l'accolement entre le tissu utérin et la séreuse qui a été détruite, donc la musculeuse de l'anse sigmoïde. Ce qui est important à savoir, c'est que lorsque, vous voyez ici, vous voyez l'atteinte de la musculeuse en bleu. Donc là en bleu, c'est le trait qui préfigure l'adhérence. Ensuite, vous avez toute cette épaisseur qui sont marquées par des petites croix. Eh bien, quand la zone blanche, très blanche de l'intestin, qui est la muqueuse et la sous-muqueuse qui est un peu plus hypoécogène, cette zone blanche hyperécogène est très régulière et atteinte de façon extrêmement régulière comme ceci, eh bien, c'est le plus souvent le signe que l'infiltration ne va pas dans la lumière intestinale. C'est important. C'est des patientes qui n'ont pas très souvent des rectorragies. Si vous regardez celle-là, c'est très écrété, vous voyez. Et il y en a une autre ici où vous voyez des petites crêtes comme ça. C'est très irrégulier. Eh bien, ces irrégularités signent en général une atteinte de la sous-muqueuse. Et puis, on va se préoccuper de la biométrie de l'atteinte, c'est-à-dire qu'ici, en bas à droite, on va regarder donc ce nodule d'endométriose qui atteint en coupe axiale une partie de la circonférence de l'anse. Et ça, c'est très important pour le chirurgien et sa décision opératoire. C'est pas seulement la hauteur par rapport à la marge anale, la longueur de la longueur, mais également le pourcentage de marge atteinte. Ici, vous voyez, on a moins de 50% de l'anse qui est atteinte sur sa circonférence. Donc, vous voyez, sur de simples coupes échographiques comme ceci, on a la hauteur, la longueur de l'atteinte, et puis la profondeur et la biométrie en pourcentage de périmètre. Tout ça nous donne une super biométrie et rend bien service aux chirurgiens. Alors, donc,
C'est vrai que pour le chirurgien, la taille de l'infiltration rectale est importante. C'est-à-dire que, vous savez que pour des résections antérieures, on fait une chirurgie qui est extrêmement moderne, qui est un espèce de pelage pour des tailles de 3 cm. Donc, c'est important de montrer cette longueur et de montrer aussi le pourcentage du périmètre atteint. Parce qu'au-delà des 3 cm, on est sur la résection colorectale segmentaire et c'est beaucoup plus sévère. Donc, c'est important parce que si une stomie est nécessaire, il faut quand même prévenir la patiente. Donc, c'est important de s'habituer. Nous, gynécologues, les radiologues savent très bien le faire, les gynécologues beaucoup moins bien. Comment suivre ici le canal anal, puis la marge anale. Regardez les glissements ici de la paroi vaginale par rapport à la séreuse vous voyez, du canal anal. Puis en plus, regardez comment ça glisse bien. Puis on arrive ici sur le moyen rectum. Et on va continuer à le suivre. Hein. Vous avez ici toute la musculeuse. Voilà. Voilà, hop, et on va faire un petit tour de sonde et on va retrouver, bien sûr, la charnière recto-sigmoïdienne et on va pouvoir ensuite faire le tour du sigmoïde. Ici, on est sur la première anse sigmoïdienne et on va pouvoir aller comme ça, le suivre très longtemps, cette structure où on voit bien ici la musculeuse, la séreuse et les structures ici muqueuses et sous-muqueuses. Voilà, encore une fois, la façon dont on va aller tout doucement déprimer le vagin, puis suivre les structures sigmoïdiennes. Vous voyez, là, on est sur les structures sigmoïdiennes droites où on visualise parfaitement bien à chaque fois la séreuse, la musculeuse et la sous-muqueuse. Donc, vous voyez comment on peut faire, on a tourné autour de l'utérus, comment on peut faire, là on est revenu, et comment on peut faire le tour des anses intestinales en périphérie, bien sûr, et à proximité de l'utérus, depuis la gauche jusqu'à la droite, où on peut visualiser très bien également l'appendice. Je crois que je vous l'avais montré la dernière fois. Donc là, on est sur une coupe axiale, toujours vous voyez, ici, on voit très, très bien l'infiltration. Et surtout, ce qui est très important, c'est de voir la longueur de l'infiltration. Je vous l'ai déjà passé. Donc, ces nodules sigmoïdiens sont très caractéristiques. Il faut une rétraction de l'anse. Et vous voyez que sur cette échographie, on voit bien que la muqueuse hyperéchogène, blanche, elle est lisse. L'infiltration n'a pas l'air d'aller plus loin que la musculeuse. L'endométriose du haut rectum, hein, vous voyez ici, avec ces images qui sont toujours les mêmes, hein, dans ces grandes endométrioses où vous avez ici l'ovaire qui est complètement fixé. Hein, c'est un espèce de pelvis en béton. Vous imaginez la souffrance de ces patientes. Donc, vous avez ici l'anse qui passe et ensuite, vous voyez, on revient vers un vagin qui est beaucoup plus souple. Ici, une vessie qui est normale, un cul-de-sac antérieur qui intègre. Donc, vous voyez, il faut passer du temps à faire des petits mouvements de va-et-vient en prévenant la patiente que l'on va regarder l'ensemble des structures. Voilà, regardez comment, après la pénétration de la sonde qui est pas très loin, comment on va pouvoir visualiser le moyen rectum, puis ici, là, vous voyez, l'infiltration, il y en a un peu partout, et comment on va aller voir la cloison recto-sigmoïdienne. Vous voyez, ici, on est sur le moyen rectum, là. Voilà, là, c'est l'ovaire, ici, qui a l'air relativement souple. Puis on va revenir et on va visualiser donc ici l'infiltration, vous voyez, qui va très haut, hein, qui va jusqu'au tiers supérieur. On est sur le haut rectum, là-haut, et tout ça est atteint par l'endométriose, qui est beaucoup plus importante, vous voyez, très pathologique vers le bas, c'est-à-dire vers en fait, quasiment le cul-de-sac. Ici, vous avez le cul-de-sac postérieur,
Donc ici, il faudra faire une vaginosonographie pour voir s'il y a une infiltration de la paroi vaginale qui est écrasée ici. Et puis ensuite, ben, vous avez là le torus qui apparaît. On est dans la partie, évidemment, pelvienne. Là, c'est la partie vaginale et là, la partie pelvienne, qui sont très voisines hein, au niveau de l'atteinte, donc il faut aller voir. Encore une fois, les torus. Et puis, donc, ce que je vous disais sur l'image, sur la vidéo d'avant, là, je préfère le préciser avec une image fixe. Hein, c'est ces images qu'il faudra mettre dans le compte-rendu. Donc là, on est sur une coulée d'endométriose le long des flèches qui, vous voyez, qui va depuis ici le bas rectum et le moyen rectum. Enfin, on est plutôt ici, excusez-moi, sur le moyen rectum et ça va le long de la musculeuse du haut rectum et puis ça file sur le sigmoïde. Donc, c'est très important là de montrer toute la longueur. Vous voyez, on a dépassé ici le haut rectum et on va beaucoup plus loin. On est ici au niveau du fond utérin. Donc, on est au-delà de la charnière recto-sigmoïdienne. Donc, dans le compte-rendu, n'oubliez pas la biométrie, longueur, la coulée que je viens de vous montrer. Hein, il faudra vraiment la caractériser et donner sa longueur. Et puis sa pénétration ici très irrégulière avec une suspicion d'atteinte de la sous-muqueuse, alors qu'ici elle respecte la muqueuse. Mais là aussi, il faudra donner une notion de circonférence, car quand on est à plus de 180 degrés, il y a une obligation de faire une résection segmentaire. Vous voyez l'utilité donc pour le chirurgien de savoir si on est à plus de 50 ou moins de 50%. Donc, reprenons toujours notre compte-rendu et nous allons donc parler de l'atteinte postérieure. Y a-t-il une adhérence en regard du torus? Oui, non. Y a-t-il un nodule hypoécogène d'endométriose en regard du torus? Oui, non. Quelle est sa taille? Y a-t-il une infiltration digestive? Y a-t-il une infiltration du cul-de-sac vaginal? Et quel est le niveau de l'atteinte? C'est-à-dire, quelle est la distance du premier nodule de la première atteinte par rapport à la marge anale? Puis après, vous déclinez. Un nodule va certainement en cacher un autre. Donc, vous arrêtez pas seulement à ce nodule du torus, vous allez voir si vous allez retrouver des nodules plus hauts. Et évidemment, sur cette anse qui paraît normale dans le schéma, elles sont évidemment accrochées jusqu'à la charnière recto-sigmoïdienne ici, et ici le sigmoïde, elle est accrochée, vous voyez, au niveau du fond utérin, c'est-à-dire à peu près à la fin du deuxième tiers, comme je vous ai montré, comme sur toutes les vidéos, à la fin du deuxième tiers, vous êtes largement au-dessus de la cloison recto-sigmoïdienne. Voilà. Et puis, il y a l'atteinte ovarienne, bien sûr, qui est souvent notre première alarme. Cette atteinte ovarienne, il faudra la décrire. Elle fait partie toujours des territoires latéraux. Bien sûr, il faudra, dans le compte-rendu, chiffrer, donner la biométrie de l'endométriome, mais également, ce qui est beaucoup plus important, je vous l'avais dit la dernière fois aussi, ce qui est important, c'est de donner la réserve folliculaire et le comportement donc du parenchyme ovarien restant. C'est beaucoup plus important que de parler de cet endométriome qui, lorsqu'il est isolé ou peu adhérent ou pas trop haut, parce qu'ils sont parfois emportés assez haut dans les adhérences, quand ils sont accessibles à la voie vaginale, on les laisse en place, en tout cas dans les situations d'infertilité pour les PMA. Donc c'est très important, hein, décrivez l'association endométriome, mais surtout réserve folliculaire, décrivez s'ils sont dans leur loge anatomique, décrivez s'ils sont accessibles à la ponction par voie vaginale, et décrivez les lésions associées ici. Ici, il faut bien visualiser cette structure qui est une structure en multipoints cloisonnés avec une paroi épaisse. C'est un hydrosalpinx. Si un jour vous avez envie que je vous fasse un webinaire sur la trompe, depuis la normalité jusqu'aux trompes pathologiques, ce sera avec plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses à décrire sur les trompes.
Donc, ces hydrosalpinx sont à paroi épaissie et sont souvent associés à cet endométriome, évidemment par accolement, hein. Bien sûr, les trompes sont collées, le pavillon est bouché, donc il y a une rétention de liquide. C'est important à décrire dans les bilans pré-PMA parce que vous savez tous que on ne va pas se lancer sur une fécondation in vitro s'il y a un hydrosalpinx associé. Un endométriome isolé, d'accord. S'il y a un hydrosalpinx associé, non, on ne le fera pas parce que le liquide, qui est un liquide inflammatoire en général, coule par voie interne dans la cavité utérine et va donc empêcher l'implantation des embryons. Il va polluer le milieu. C'est exactement comme les ismocèles en proximal, qui, lorsque ce sont de gros ismocèles, vont être des poches à caillots, qui vont, elles aussi, être des poches qui vont empêcher correctement l'implantation par un phénomène de remontée de l'inflammation. Donc, les ismocèles seront opérés et les hydrosalpinx seront enlevés avant une PMA. Avant, on mettait des échures, mais maintenant, on n'a plus le droit en France. Et maintenant, donc, on fait une célioscopie et on les supprime. Là, vous voyez qu'on termine évidemment toujours par une étude en 3D de l'utérus. Et je vous ai mis cette image, pas par hasard, c'est parce qu'on parlera ensuite de la cavité et du myomètre. En tout cas, ce qui est très important, donc, c'est dans l'endométriome ou dans l'endométriose ovarienne quand c'est bilatéral, je vous répète, de bien visualiser si c'est isolé ou si c'est le signal, le clignotant qui va nous permettre d'aller voir s'il y a autre chose ailleurs. Hein, il faut faire une analyse longue. Moi, je mets 30 minutes pour faire un examen d'endométriose. Donc, vous voyez, il faut savoir prendre son temps. C'est pas un petit examen banal. Et ça va donc, si vous voulez, être un examen qui va amener beaucoup de choses déjà au chirurgien et beaucoup de choses aux collègues radiologues. Soit il fait l'écho, mais il va déjà avoir énormément de renseignements très complémentaires. Soit il ne fait pas l'écho, il va recevoir un examen déjà très complet qui va lui permettre lui aussi de confirmer ou d'infirmer les lésions qu'on a vues, de les préciser sur les autres anses intestinales qu'on ne verra pas et sur les territoires très latéraux. Donc les ovaires, donc toujours dans ce compte rendu, hein, notez qu'il faut toujours le localiser par rapport à l'âge anatomique. Il faut avoir une notion de sa mobilité, car l'absence de mobilité de l'ovaire égale adhérence. Alors, ce n'est pas toujours une endométriose, ça peut être des adhérences liées à des cicatrices antérieures, des myomectomies par voie haute, etc., des laparotomies. Mais en tout cas, la mobilité, c'est du 2D, c'est pas le 3D, et c'est très important d'utiliser le sliding sign des Anglais. Donc, mettez un petit drap sur le ventre de votre patiente, mettez la main sur ce petit drap, et tout doucement, la main à plat, et pas les doigts accrochés à la peau, mais la main bien à plat, tout doucement, on fait bouger les organes en prévenant la patiente qu'on va faire des petits mouvements de la sonde vaginale très doux, en même temps qu'on va mobiliser par la peau, par l'abdomen, on va mobiliser les organes. Accessibilité des ovaires, est-ce qu'ils sont accessibles à l'aiguille, oui ou non? Et puis les endométriomes, et enfin le compte des follicules en trop. Voilà. Donc, vous voyez, ici, vous avez un ovaire qui est accroché sur le ligament utérosacré. Maintenant, ça n'a plus de secret pour vous. Il est accroché sur un ligament utérosacré épaissi. L'autre est également accroché. On repère vous avez repéré au passage les artères utérines. Vous avez repéré l'épaississement du ligament utérosacré et du torus, qu'on voit bien en sagittal et parasagittal. Et puis, on va faire une coupe axiale de façon à voir cette image donc caractéristique des endométriomes qui attirent les ovaires vers le fond, mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, c'est pas ce signe classique, c'est à quoi est destiné cet examen. Si c'est destiné à du préopératoire pour des douleurs, eh bien c'est pas la même chose que si c'est destiné pour du préopératoire pour un désir d'enfant.
Donc là, vous voyez comme on voit très bien ici le ligament utérosacré qui est pas complètement, vous voyez, qui est pas massacré du tout. Il a gardé sa souplesse lorsque j'ai fait les petits mouvements, mais c'est plutôt les ovaires qui sont accrochés, qui sont adhérents. Donc les ligaments utérosacrés ne sont pas toujours complètement pathologiques. L'ovaire gauche, pareil, on ne revient pas dessus. Et puis les trompes. Alors les trompes, vous dites s'il y a présence d'un salpinx ou pas. Donc les trompes, il faut bien s'habituer à les voir. S'il y a une adhérence tubo-ovarienne, le pavillon, est, dans les cas d'endométriose, est souvent accolé à l'ovaire. On le fait ça pour les deux trompes. Et puis, bien sûr, ne pas oublier d'aller voir les reins. C'est un réflexe qu'ont tous les radiologues. C'est un réflexe que n'ont pas, en tout cas, les échographistes français. Donc, c'est important de bien visualiser les reins pour voir s'il n'y a pas une dilatation piélo-calicielle qui nous renseignerait, évidemment, sur une anomalie des urtères. Et ça, c'est du domaine de la radiologie et de l'IRM. C'est du domaine d'une équipe multidisciplinaire. Mais notre boulot à nous, c'est quand même d'aller voir s'il n'y a pas une dilatation, parce que c'est quand même une urgence dans ces cas-là, une urgence chirurgicale. Il y a une souffrance du rein, et c'est pas la peine de traîner. C'est dommage si l'échographiste ne fait pas le boulot jusqu'au bout. Alors là-dessus, moi je rajouterais maintenant dans mon expérience, et maintenant que l'hyphosie a été acceptée par la CNAM, et j'en suis très content, on a réussi à le codifier, donc c'est un acte à 105 € remboursé complètement par la Sécurité sociale. Après 2 ans de travail, j'en suis très fier, et maintenant cette perméabilité tubaire par hyphosie, par XM-gel, eh bien, va remplacer progressivement l'hystérosalpingographie parfois douloureuse, et au cours de cet examen pour une endométriose, eh bien, moi, je la complète par, évidemment, l'absence ou la présence d'un salpinx, mais aussi, je passe donc mon hyphosie, l'XM-gel, de façon à avoir la perméabilité tubaire, et ça permet donc de suivre beaucoup mieux le trajet de la trompe, et on a parfois d'excellentes surprises de voir des patientes avec des endométriomes assez importants, une bonne réserve folliculaire et une trompe perméable. Une ou deux trompes perméables. Donc, c'est quand même assez chouette de pouvoir finaliser l'examen par la perméabilité tubaire, qui me paraît être aussi importante que de savoir s'il y a un hydrosalpinx ou pas. Eh bien, je conclurai par l'adénomiose, car je pense qu'il faut absolument dire si cette adénomiose est une adénomiose diffuse ou focalisée. Alors, vous savez qu'il y a des adénomioses externes en regard d'une lésion, des adénomioses internes qui est beaucoup plus fréquente par infiltration de la zone de jonction. On va dire quelques mots de cette adénomiose, surtout pour la définir, parce que c'est ça qu'on mettra dans le compte-rendu. Donc, en fait, l'adénomiose focale, c'est une adénomiose qu'on peut caractérisée de focale si plus de 25% de la lésion est entourée de myomètres sains. Je m'explique. Ici, par exemple, il y a 100% de la lésion, presque, qui est entourée de myomètres sains. Hein, vous avez les couches, bah oui, il y a toutes les couches ici du myomètre qui entourent cette lésion. Donc, on est sur le type même d'une adénomiose focalisée. Maintenant, lorsque on est sur une adénomiose diffuse, eh bien, d'abord, ça se voit à l'œil, hein, de façon très subjective, on le voit, et puis ben, ma foi, c'est une lésion qui envahit l'ensemble du myomètre, et si moins de 25%, vous vous rendez compte, c'est pas grand-chose, c'est un quart de la lésion, est entouré de myomètres sains, c'est-à-dire que s'il reste un petit peu de myomètres sains comme ça, eh bien, c'est une lésion diffuse, et il faudra donc, à partir de cette lésion diffuse, c'est pas une lésion globale à l'ensemble de l'utérus, vous voyez, c'est diffus dans le myomètre, mais avec moins de 25% de la lésion qui est entourée de myomètres sains, c'est important comme définition, et il faudra la caractériser. Et la caractériser, c'est pas seulement les coupes sagittales, mais c'est également les coupes coronales. Pourquoi ?
Pourquoi c'est important? Là, l'écho 3D est fondamental. Alors, vous savez que depuis 30 ou 40 ans, ça a été décrit, ces lésions de la face postérieure qui sont augmentées de volume, hétérogènes, avec un myomètre multikystique. Mettez le Doppler parce que parfois, ces petites structures noires, ce sont des vaisseaux lorsque la lésion n'est pas encore très fibreuse. Il y a, chez les femmes jeunes qui ont une adénomiose jeune, c'est parcouru par des vaisseaux. Donc, il y a cette différence de proportion, d'épaisseur entre la face antérieure et la face postérieure. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, chez nous, pour nous, échographistes ou radiologues, ce qui est important, c'est de voir où se situent les lésions. Vous voyez, là, la zone de jonction est bien esquintée de ce côté-là. Donc, c'est une coupe sur un utérus antéfléchi. Donc, ici, on est sur le côté droit. Ici, on est sur le côté gauche. La lésion esquinte bien le côté droit. Mais quels sont les points chauds? Les points chauds dans l'adénomiose, c'est évidemment la portion interstitielle des trompes et puis toute la partie angulaire qui est sous l'ostium, c'est-à-dire le premier centimètre de la cavité en haut, donc le dernier centimètre finalement, si on part du bas, c'est là où se fait la nidation. Et si cette zone, vous voyez, est une adénomiose diffuse de la zone d'implantation, ça change un peu le pronostic de fertilité. Les études n'ont pas vraiment été faites encore, elles ne sont pas extrêmement précises, mais moi je préfère voir une patiente avec une adénomiose ici ou focalisée je ne sais où, plutôt qu'une adénomiose dans les structures angulaires de la cavité utérine, c'est-à-dire à proximité des ostiums et dans le premier centimètre. Alors quand vous avez une adénomiose qui part dans la portion interstitielle des trompes, eh bien, là aussi, ayez le réflexe de faire une sono, par exemple, pour voir la distensibilité de votre cavité utérine, mais aussi un hyphosie. Alors, dans ces cas-là, moi, je préfère le faire dans un deuxième temps parce que l'hyphosie va être diluée par l'eau et je préfère la revoir en début de cycle suivant pour faire juste l'examen à l'hyphosie qui est assez difficile dans l'adénomiose parce que l'hyphosie va diffuser dans toutes les cryptes glandulaires, mais ça nous permettra de voir si l'adénomiose n'a pas atteint la lumière tubaire. Donc, on pourra visualiser au cours du même examen échographique le triplan et un 2D à l'hyphosie pour visualiser les trompes. Alors, évidemment, tout le monde connaît ces images kystiques sous-endométriales qui ne sont pas des grossesses multiples, mais des images d'adénomiose qui envahissent la zone de jonction. Là, vous voyez, c'est une adénomiose qui est diffuse de l'ensemble de la zone de jonction. Vous voyez comme elle est bien esquintée, cette zone de jonction. Des deux côtés, vous voyez toutes ces petites cryptes glandulaires qui sont de la même écogénicité que l'endomètre. C'est une rupture complète de la zone de jonction. Et puis là, eh bien, je terminerai avec ce genre d'image parce que c'est important. Vous voyez, j'ai injecté de l'hyphosie, donc je voulais voir sur cette adénomiose qui me paraissait être du fond, je voulais voir comment réagissait la portion interstitielle des deux trompes. Et bien, vous voyez que l'hyphosie, d'abord, nous montre que la zone de jonction est respectée, et en particulier ici, dans la zone d'implantation des embryons, des deux côtés. Donc, cette zone de jonction est nette. Mais par contre, et que les deux trompes passent bien, vous voyez. Et vous voyez, on voit bien la zone de jonction, le liseré hypoécogène en périphérie de la lumière tubaire, cette lumière hyperécogène qui est liée au passage de l'hyphosie, on voit bien que c'est intègre. Et puis, vous avez cette destruction là, de la zone de jonction du fond, mais par chance, eh bien, ça diffuse au niveau dans le fond cavitaire, mais ça laisse intègre les deux trompes, les deux portions interstitielles des trompes. Vous voyez, c'est un examen très précis que j'aime beaucoup faire dans les adénomioses qu'on découvre dans les bilans pré-PMA. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Je n'ai pas dépassé mon temps, il reste quelques minutes pour les questions. C'est très, très parfait. Tu étais vraiment précis, concis. On te remercie pour cet exposé riche en iconographie. Moi, j'aurais bien aimé que chaque fois que tu puisses mettre des images d'IRM, si tu peux, je vois que tu collabores bien avec tout le monde, tu as de la paix autour de toi avec les chirurgiens, les radiologues, en mettant les images, la confrontation avec l'imagerie, surtout dans les endométrioses, je dirais, assez étendues, profondes, assez extensives. Ça, moi, je pense que tu as de très, très belles images. Est-ce que tu te contentes toujours que de l'échographie ou parfois tu demandes l'IRM? Ah non, non, Mustapha, là, c'est très clair, hein. Quand on est dans un bilan d'endométriose, on fait toujours une IRM, hein. Toujours. Sauf évidemment si c'est une jeune fille de 18 ans qui a juste un endométriome, on ne va pas l'emmerder comme ça. Mais dans les endométrioses qui sont des endométrioses sévères, il est obligé, je l'ai dit en début, hein, en début de topo, c'est obligatoire d'avoir une IRM car les territoires latéraux ne sont pas examinés par l'échographie. Et puis, il ne faut pas se passer des bonnes choses, hein. Quand on peut avoir 2 examens pour préciser l'un par l'autre, c'est vraiment important. Et pendant 5 ans, j'ai fait de l'écho de fusion sur l'endométriose et sur la cancéro, parce que la cancéro est très proche de l'endométriose, hein. Au niveau de l'infiltration des tissus, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la cancérologie. Et bien, l'écho de fusion, c'est-à-dire se servir de l'IRM pour guider l'échographie, et l'échographie guide en même temps l'IRM, c'est formidable, c'est un apport énorme. J'ai publié d'ailleurs 2 bouquins sur l'écho de fusion, mais sur l'endométriose, il y a tout un travail à faire. Malheureusement, je n'ai plus d'appareil d'écho de fusion actuellement. J'espère que General Electric mettra le logiciel d'écho de fusion sur l'O10. C'est en train de se faire, mais ça fait 10 ans que je m'épuise avec eux pour qu'ils le mettent sur des machines convenables. Et pour l'instant, on n'a pas j'ai jamais eu de réponse sur l'O10, jamais. Donc je sais qu'actuellement ils travaillent là-dessus et que ils vont travailler surtout sur le fœtus, mais l'écho de fusion est très importante et l'écho de fusion implique l'IRM. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'écho de fusion dans routine, mais on a heureusement l'IRM. Alors pourquoi j'ai pas mis d'image? Parce que je pense que je pense que c'est un autre topo et il faut plusieurs heures pour le faire. C'est-à-dire, il faut prendre je crois, hein, qu'il faut prendre des cas cliniques. Comme on a fait avec Cyril Touboul, on prend des cas cliniques et puis on les discute au niveau de l'imagerie, de l'échographie, de l'IRM, et surtout, ce qui est important pour les radiologues et pour nous échographistes gynécologues, c'est de voir la suite, c'est-à-dire la chirurgie. Donc, à partir d'une dizaine de cas cliniques où il y a eu la chirurgie, où on a vu comment le chirurgien a pu accéder aux lésions, ben nous, on progresse beaucoup et ça, on pourra le faire si tu veux. Oui, ça c'est parfait. Ben, je remercie l'assistance et toujours avec nous, Dr Khorshid Araba, qui pose 2 questions. La première, avec plaisir. Avec la place du 3D, je pense que tu as répondu tout au long de l'exposé, mais tu peux toujours préciser les choses. La place du 3D dans l'étude de l'endométriose et dans la continuité de la chose pour l'exploration de la région anale. Est-ce que tu utilises la sonde endovaginale ou la sonde endorectale? Donc, quelle est ta réponse pour ces 2 questions? Alors, écoute, oui, tu as raison, Mustapha, on en a parlé au cours du topo. L'écho 3D, c'est le complément de l'écho 2D. Vous avez vu que l'écho 2D est totalement fondamental parce que ça nous permet, contrairement à l'écho 3D et contrairement à l'IRM, d'avoir la souplesse des tissus. Et c'est la même chose
dans pas mal de pathologies. Donc, le sliding sign, c'est-à-dire la mobilité des tissus, le glissement des tissus, le fait de mettre de l'eau dans le vagin, de regarder comment ça bouge, etc. Ça, c'est du 2D. Et tant que le 4D ne sera pas en temps réel, on pourra pas le faire, mais ça va venir, comme tout le reste. Donc, le 2D est fondamental. Le 3D va nous servir à calculer des périmètres de lésions, à visualiser dans les 3 dimensions, par exemple, la surface d'un ligament utérosacré, etc. Donc, le 3D est là aussi indispensable, mais c'est du statique, c'est de la reconstruction, c'est de la modélisation. Et puis, la deuxième question, rapidement, pour la région anale, moi, je ne passe plus du tout par voie vaginale, par voie anale, ça ne sert à rien à mon sens, parce que on voit très bien par voie vaginale, c'est pas la peine d'emmerder la patiente avec la voie anale, mais il y en a qui le font et je ne les critique pas, c'est simplement pas ma pratique. Et puis, en dehors de cela, on peut également injecter 250 millilitres d'eau dans le canal anal. On fait prendre à la patiente un lavement la veille, un lavement 2 heures avant, et on injecte 250 ml de flotte dans le canal anal. L'anus retient parfaitement l'eau et ça nous permet de voir très très bien lorsqu'on est un petit peu embêté sur le haut rectum ou sur la charnière recto-sigmoïdienne. Ça nous permet de bien voir les parois des tissus des anses. C'est une bonne… Merci d'avoir posé la question parce que ça me permet de rebondir sur les injections. Moi, je les fais très rarement. J'en fais, je crois, 1 par trimestre à peu près, quand j'arrive pas à m'en sortir. Mais en général, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin, mais il y a des écoles qui le font systématiquement et je ne critique pas parce qu'ils sont excellents aussi. C'est l'école de Gilles Dubernard à Lyon, etc. C'est des gens qui travaillent comme ça en injectant systématiquement les tubes digestifs. Voilà. Moi, je vais conclure là-dessus que faites ce qui vous paraît être le plus précis dans votre pratique pour aller au compte-rendu le plus utile. Voilà. Vous voulez injecter de l'eau, injectez de l'eau. Vous voulez pas en injecter, n'en injectez pas. Passez par l'anus, passez par le vagin. Faites tout ce que vous voulez. Le tout, c'est que à la fin, au final, le compte-rendu soit logique, précis et que ça puisse aider le médecin ou le chirurgien. Mais l'IRM, ne pas oublier l'IRM pour l'extension. Tu dis que c'est l'IFOSI qui a eu l'approbation pour 105 euros. Ça inclut quoi, 105 euros? Ben, en fait, c'est l'écho pelvienne associé à l'injection d'IFOSI. C'est un JQQ, je ne sais pas quoi. Attends, je vais te donner la référence exacte. C'est le JKQ J350. C'est le code de la sécurité sociale française et ça s'appelle une épreuve de perméabilité des trompes utérines au cours d'une hystérosalpingosonographie de contraste et c'est codifié 105 euros en France, remboursé par la sécurité sociale. C'est réservé aux chirurgiens, aux gynécologues et aux radiologues qui ont suivi une formation. Ça inclut le produit de contraste? Non. Le produit de contraste est acheté par la patiente. Tout à fait. Là, ça me rassure parce que quand même 105 euros pour toute cette technique, ça ne me paraît pas suffisant. Si on inclut le produit de contraste. Non. On inclut juste le spéculum et la pince, mais tout à fait. Et le cathéter, mais autrement, le produit de contraste est acheté en pharmacie par la patiente. Sur le plan pratique, pour déplisser le cul-de-sac vaginal, comment tu fais? C'est au moment de tu fais l'examen, tu injectes ou ça se passe comment? Lors de l'examen, je mets une sonde, n'importe quelle sonde? Je mets une petite sonde, n'importe quoi, et j'injecte de la flotte. De la flotte. Donc ça va refluer. Ça va refluer un petit peu. Oh, pas trop, non, ça fuit pas. Ça fuit quand tu enlèves la sonde. C'est sûr qu'une fois que tu as enlevé la sonde, ça fuit, mais la sonde retient bien le liquide. Donc tu places d'abord la sonde. Tu mets d'abord la sonde vaginale en place, et puis ensuite tu mets un cathé ou une petite sonde urinaire, n'importe quoi, ce que tu as sous la main, et tu injectes 250 ml dans le vagin, tout doucement. Alors, il y a une question d'Omar Rifi qui est est-ce que la charnière recto-sigmoïdienne est à… Alors,
charnière recto-sylvienne est à quel niveau de l'utérus? C'est aux 2/3, oui, c'est ça, exactement, c'est aux 2/3. Eh ben, je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci. Non, 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 on te remercie. J'attends une date pour l'écho-anatomie qu'on attend depuis longtemps et je pense que cette fois-ci, tu vas t'y mettre sérieusement pour nous annoncer cette date. D'accord, patron. Ben, sur ce, on te souhaite une bonne soirée et le plaisir peut-être dans un proche avenir de te voir ici pour ces formations, pour cette échographie très spécialisée pour l'endométriose. Et on sait que ça va rendre service à beaucoup de femmes et beaucoup de gynécos ici à Casablanca, puisqu'on touche un petit peu les gynécologues de toutes les régions du Maroc. Ils n'ont pas. Non, mais il faut vraiment que les collègues s'y mettent tous et ce qui est important, c'est évidemment de savoir diagnostiquer une endométriose, mais alors là, c'est peut-être le mot de la fin, mais c'est aussi de savoir montrer qu'il n'y en a pas. Parce que je ne sais pas si le phénomène est le même au Maroc, mais en tout cas, chez nous, il y a des centres de radiologie et d'échographie où il suffit de dire que vous avez des douleurs au moment des règles pour sortir avec des ligaments utérosacrés épaissis et une suspicion d'endométriose. Donc, je pense que savoir diagnostiquer une endométriose, c'est aussi savoir réfuter une endométriose, récuser une endométriose. Je vous ai parlé des ligaments utérosacrés épaissis avec des pathologies nouvelles qu'il faut étudier, mais il y a d'autres choses qui donnent vraiment des douleurs très importantes et qui ne sont pas de l'endométriose. Bonne soirée. Bonne soirée.